restauration qui vont faire une table ronde, donc on va vraiment aller très rapidement. On a beaucoup parlé aujourd'hui de plein de choses, mais il y a une forme de restauration dont on n'a pas parlé, c'est les dark kitchens. Et donc pour ça, j'appelle Antoine de Culti sur scène. Une innovation. Merci beaucoup Antoine d'être là. Donc pour la petite histoire, Antoine a lancé son concept de restauration d'abord en restaurant éphémère, ensuite en dark kitchen, et puis là, depuis peu, ça y est, il a de nouveau son restaurant. Voilà, donc, il va nous parler justement de comment réussir en dark kitchen. Merci beaucoup Antoine. Petit enfant Antoine, comme on est très speed, et on sait que tu parles très très bien, tu n'as que 15 minutes et on sait que tu vas le faire, tu vas y arriver. Top chrono. Top chrono, c'est parti. Ok, bonjour à tous. Donc, le sujet d'aujourd'hui, les dark kitchen. Peut-être un petit peu de préambule par rapport à ça et pourquoi je suis arrivé là. Culti, ça a été lancé en 2019, le projet a été lancé en 2019. À ce moment-là, je repartais en Afrique pour 6 mois. Après, j'enchaînais sur le développement de la carte. Et finalement, en début 2020, je testais la carte ici même au 360, donc c'est tout un clin d'œil et un peu d'émotion d'être là pour moi, avec l'idée d'ouvrir un restaurant expérientiel sans livraison. Et puis, comme vous le savez tous, patatras, Covid arrive, et là, c'est plus la même donne. Alors que pour moi, effectivement, il y avait un momentum, ça faisait 1 an et demi que je me préparais, il fallait que j'ouvre. Donc potentiellement, il fallait que je me concentre sur un concept qui soit un peu Covid-proof. Et c'est là que je me suis intéressé au format des dark kitchen, en me disant que c'est quelque chose que j'allais pouvoir lancer pendant le Covid, mais qui serait pérenne a posteriori. Donc d'abord, les dark kitchen, c'est quoi parce que le nom déjà est un peu sombre, on appelle ça aussi restaurant virtuel. Globalement, c'est un restaurant sans devanture. C'est un restaurant où on ne peut pas venir y manger, et globalement qui est situé dans des zones avec un déficit d'offre de restauration, et dans des zones excentrées pour profiter d'un loyer faible. Donc globalement, il n'y a pas de place assise, il y a très peu d'emportés, et donc 99% de votre CA va se faire en livraison. Okay. Ensuite, il y a différentes manières de les opérer, soit en propre, chose que je ne fais pas, mais peut-être que New Soul Food pourrait intervenir dans une autre conférence par rapport à ça, soit soit en presta, via un prestataire qui vous donne à disposition une cuisine d'environ 15 mètres carrés dans laquelle vous allez pouvoir opérer. Donc c'est ce que j'ai fait à Montreuil en novembre 2020 chez un prestataire qui s'appelle Cooklet. Donc une fois qu'on a notre lieu, on va adresser un marché. On va adresser un marché. Ce marché-là, c'est le marché de la livraison. Aujourd'hui, c'est le marché le plus en croissance dans le marché de la restauration globale, avec quasiment 20% de croissance par an depuis 2018. Okay. Après, ce marché-là, il est très particulier, hyper concurrentiel, dominé par ce qu'on appelle les PBS, les fameux pizza, burger, sushi. Okay. Même si aujourd'hui, on a tendance à le voir, le sushi, pardon, ça va des moussons, a tendance à être un peu en perte de vitesse, mais au profit d'un autre S que j'appellerais street food. Et c'est là, à mon sens, qu'il y a potentiellement une opportunité pour les cuisines africaines. Mais pas sous n'importe quelle forme. C'est-à-dire qu'on parle à livraison, on parle de restauration rapide. Et donc on ne parle pas de restauration traditionnelle. Donc par exemple, si votre concept est autour de la restauration traditionnelle, ce n'est pas quelque chose qui fonctionnera, et notamment qui ne fonctionnera pas si vous le considérez comme un tremplin pour la suite. Donc voilà, on est sur la restauration vraiment rapide. Après, donc du coup, par rapport à ça, ça m'amène à mon premier point. Tac, si ça marche. Non, ça marche pas. Ouais. Qui est l'offre? Quelle offre je vais pouvoir définir justement pour opérer sur le marché de la livraison en dark kitchen? D'abord, vous devez avoir une offre différenciante, mais vraiment différenciante, parce que c'est un marché très concurrentiel, comme je le disais, où finalement 90% des parts de marché sont prises par 10% des acteurs. Et ces 10% des acteurs, c'est des acteurs avec une forte marque ou un aspect différenciant. Ces trucs différenciants, voilà, c'est un produit pour lequel vous êtes connu. Donc, par exemple, ça peut être les burgers de Momoyer, ça peut être l'Afropène de New Soul Food. Voilà, il faut qu'on vous connaisse pour quelque chose. Ensuite, il faut que ce produit-là, à l'image de ces deux-là, soit compréhensible. Et quand je dis compréhensible, c'est-à-dire que sur les plateformes de livraison, vous avez très peu de temps pour convaincre le client.
Donc potentiellement, en fait, moi, par exemple, j'adore un de mes plats préférés, un clin d'œil au Camerounais, c'est le taro sauce jaune. Ok, moi, ça se voit pas. Non, mais voilà, taro sauce jaune, je peux pas proposer ça en livraison à un client, il va pas comprendre. Et là, en fait, voilà, si je lui propose ça, je vais le perdre à jamais. Et là, potentiellement, je pourrais pas bouger. Donc, c'est à vous de potentiellement calibrer pour avoir une offre qui soit simplement assez compréhensible pour pouvoir capter cette attention, un peu comme sur les réseaux sociaux, parce que les gens, quand ils sont sur Uber Eats ou Deliveroo, ils sweep. Et s'ils ne comprennent pas, ils passent à autre chose. Voilà. La troisième chose, c'est que ce soit une offre qui soit qualitative. Parce que je ne sais pas si vous êtes allé sur les plateformes, si vous commandez souvent, mais globalement, ce n'est pas étonnant de voir un plat boisson où on s'en tire pour 17-18 €. Donc ça coûte extrêmement cher. Ce qui veut dire que vos clients potentiels, c'est plutôt des CSP+. Des CSP+, avec un fort pouvoir d'achat, mais aussi qui a l'habitude de manger à l'extérieur, de manger dans les restos traditionnels. Du coup, qui a un palais qui est assez exigeant. Donc il ne faut pas prendre la restauration en livraison comme le garage à junk food. Ça l'est pour une partie, et c'est vrai pour McDonald's, Burger King, etc. Mais pour le reste, vous devrez apporter de la qualité pour pouvoir percer. Et le dernier élément, c'est bien sûr une offre qui soit adaptée. Adaptée au fait qu'il y ait de la livraison, qu'à partir du moment où le plat il sort de la cuisine, il arrive chez le client entre 20 et 40 minutes plus tard. Donc ça doit être quelque chose qui doit être toujours bon, qui doit pouvoir se réchauffer, qui doit être bien transportable. Quand bien même, vous aurez toujours de la déperdition par rapport à ça. Nous, nos plats, ils sont entre 20 et 30% moins bons qu'en restaurant. Mais bon, vu qu'ils sont très très bons de base, ils restent bons chez le client. Donc voilà, donc ça c'est vraiment les points importants sur l'offre. Donc une fois que vous avez votre offre, ce qui est important, c'est de savoir où sont mes clients, et qui sont mes clients et comment je les adresse. D'abord, il y a une limite, et ça c'est vraiment la grosse différence par rapport à la restauration traditionnelle in situ, c'est que vous avez une limite de la zone de chalandise. La zone de chalandise, c'est le rayon dans lequel vous allez pouvoir vendre. En général, sur la livraison, si on parle d'Uber Eats et Deliveroo, vous aurez un rayon entre 2 et 3 km, pas plus. Donc contrairement justement à la restauration classique, où il faut faire venir les influenceurs, il faut beaucoup travailler sur la notoriété, ici, faire venir les influenceurs, vous ne pouvez pas, mais tout ça, ça ne sert à rien. Là où tout se passe, c'est sur les plateformes en elles-mêmes. Okay, et là encore, c'est les plateformes qui dictent leurs règles du jeu. Avec une formule simple, finalement, c'est un nombre de vues, donc de votre page, fois un taux de conversion. Et donc là, en fait, il faut comprendre comment les plateformes fonctionnent. Elles fonctionnent avec un carrousel. Un carrousel, si vous voulez, c'est comme une ville, avec des rues qui seraient classées par ordre de préférence, de la meilleure à la moins bonne. Clairement, quand vous démarrez, vous êtes à la dernière rue, là, celle en face de la déchetterie. Et il n'y a pas beaucoup de passages. Et donc, soit vous faites rien, soit vous restez là, soit vous dites, ok, comment le but du jeu, c'est de monter, d'aller dans les meilleures rues au fur et à mesure, et dans les 5-6 premières rues. Et au début, il n'y a pas 36 solutions. Il n'y a pas 36 solutions, comment vous allez le faire? C'est à travers une rue qui est hyper connue, c'est la rue des promotions. Là, la rue des promotions, il y a du passage. Les gens, ils y vont, etc. Mais il faut comprendre, quand on arrive là, comment on peut s'installer. Et souvent, c'est là que le bas blesse, parce que les gens ne sont pas préparés psychologiquement et financièrement. C'est qu'il va falloir investir massivement dans ces promotions. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous n'avez pas de devanture, vous n'avez pas de marque, et vous êtes visible qu'à travers ces plateformes-là. Donc, il va falloir faire beaucoup de promotions. Et notamment, on va vous dire, vous faire un acheté, un offert. Comment ça, un acheté, un offert? Non, dans quel restaurant on paye pour un plat et on nous offre un deuxième? À part chez Quick avec une carte étudiante. Globalement, ça n'existe pas. Et donc, il faut intégrer ça. Et ça peut amener un investissement qui est massif. Pour nous, les 3 premiers mois, on a investi quasiment 35% de notre chiffre d'affaires en promotion. Donc c'est vraiment c'est stratosphérique, mais c'était nécessaire justement pour monter de rue en rue
et pouvoir avoir un meilleur taux de conversion. Après, ce taux de conversion-là, il n'y a pas que le prix qui joue. Je dirais comme un restaurant classique aussi, si vous avez une devanture toute pourrie, qu'il n'y a pas de déco, que c'est crade et que le menu est lisible, vous avez beau être sur les Champs-Élysées, personne qui rentrera. Sur les plateformes, c'est la même chose. C'est-à-dire que vous devez avoir un menu qui soit bien écrit, clair, bien marketé, bien brandé, et surtout avec de très belles photos. Et souvent là, il y a toujours, ça pêche toujours, c'est hyper important. Les gens mangent d'abord avec les yeux et en particulier sur les plateformes. Donc vraiment, ne négligez pas les photos. Donc, à ce moment-là, voilà, là on a une offre qui tient la route. On sait comment aller chercher nos clients, voilà, on a un beau taux de conversion, on est dans la bonne rue. Mais encore là, il y a certains restaurateurs qui se plantent ou qui n'arrivent pas à faire avoir les commandes. Pourquoi? Et là, je vais prendre un bon jargon de consultant avec deux mots, c'est excellence opérationnelle. C'est-à-dire que pour fonctionner, pour performer sur les plateformes, il faut avoir un modèle opérationnel qui soit vraiment béton. Et encore une fois, c'est pas vous qui allez définir qu'est-ce qu'est cette excellence opérationnelle. Quelles sont la performance? Non, c'est encore les plateformes qui vont le définir. À travers un certain nombre de KPI, des indicateurs de performance, comme par exemple le temps de préparation. Par exemple, voilà, si le temps de préparation, par exemple si vous prenez Deliveroo, si votre temps de préparation est supérieur à 10 minutes, globalement vous ne ferez pas beaucoup de commandes. Ça, ils ne vous le diront pas, mais globalement vous ne ferez pas beaucoup de commandes. Parce que, en gros, Deliveroo se dit, ok, moi ce que je maximise, c'est la rapidité de la livraison pour mon client, donc sa satisfaction. Donc, plus tu es long à préparer, moins la distance que va pouvoir parcourir le livreur va être longue. Donc, plus votre marché va être petit. Donc, c'est très très important. Donc, vous devez construire des process de production, de mise en place, d'envoi, qui soient béton justement pour satisfaire l'ensemble de ces critères-là et performer. Donc ça demande potentiellement aussi d'être, on va dire, rigoureux sur la manière dont vous construisez votre business et donc comment vous l'étagez et la formation aussi de votre staff justement pour respecter l'ensemble de ces process-là. Donc une fois que vous maîtrisez ça, vous êtes plutôt pas mal parce que vous avez une belle offre, vous savez comment aller chercher vos clients et leur vendre et potentiellement vous avez le modèle opérationnel qui vous permet de performer. Et donc là, pour nous, on est arrivé à ce niveau-là après 3 mois d'exploitation de la Dark Kitchen, où on arrivait potentiellement à faire environ 90 commandes en moyenne jour pour un CA mensuel d'environ 50 000 €. Donc là, on est plutôt pas mal, on est content, les chiffres et tout ça va bien. Mais quand on regarde le compte et la trésor, on se dit, voilà, ça ne monte pas aussi vite que le CA. Qu'est-ce qui se passe? Il faut savoir que bon, on est dans la restauration, c'est un marché de faible marge, qui est encore plus faible quand vous êtes en livraison. Parce que vous devez intégrer une composante, c'est celle des taux de commission. Parce que si on reprend la structure de coût classique de la restauration, on va dire 30% coût matière, 30% coût personnel, on va dire en frais généraux entre 15 et 20%, entre 5 et 10% pour le loyer. Ce qui vous laisse environ 10% de marge pour pouvoir payer votre prêt, pour pouvoir faire de la trésor, ou quand tout va bien, vous payez des dividendes. Là, si vous rajoutez les taux de commission, vous rajoutez 30%. Donc tout de suite, on se retrouve à moins 20%. Donc autant vous dire que si ça se passe comme ça, on doit aller chez Pôle emploi dès le lendemain. Et du coup, là-dessus, il y a un gros travail à effectuer sur un certain nombre de postes. Les principaux, c'est quoi? C'est d'abord le coût de personnel, le poste de personnel. Là-dessus, vous pouvez jouer sur 2 variables. La première, c'est les salaires, et donc du coup, c'est le niveau de qualification. C'est-à-dire que votre Dark Kitchen, elle doit tourner avec des commis de cuisine, pas plus. Pas de chef, pas de sous-chef, pas de... Voilà. Que des commis de cuisine. Pour ça, vous allez faire comment? Il y a une réflexion à avoir en amont, notamment sur vos recettes. Vos recettes, elles doivent être très bien pensées parce qu'elles doivent être très bonnes, mais aussi très faciles à exécuter. Pour que justement un commis de cuisine puisse être rapidement formé, rapidement le faire au quotidien sans être chapeauté. La deuxième chose, c'est le nombre de personnes dont vous allez avoir besoin pour faire cette cuisine. Et là, c'est très important de bien penser, et si ce n'est pas votre métier, de vous faire accompagner sur l'agencement de votre cuisine et le matériel que vous allez utiliser.
Parce qu'en fonction de comment vous agencez votre cuisine et du matériel que vous utilisez, pardon, vous pouvez économiser peut-être 1 voire 2 personnes. C'est énorme. Okay, donc vraiment, c'est ces 2 points-là qui sont très importants sur le personnel. Ensuite, il y a un autre truc, c'est le coût matière. En particulier aujourd'hui, avec l'inflation, la guerre en Ukraine, etc., on en prend plein la gueule. C'est hyper important de maîtriser ce poste-là. Pour le maîtriser, il n'y a pas 36 solutions. Il y a déjà une réflexion à avoir en amont, c'est sur les produits que j'utilise. Pas de produits nobles. Il ne faut pas s'amuser à mettre des trucs qui coûtent cher, etc. On peut faire de la très bonne cuisine avec de bons produits, mais qui ne coûtent pas cher de base. Ça, c'est très important. Ensuite, sur ces produits-là, ce qui est nécessaire sur le produit, pardon, je m'embrouille un peu les pinceaux. Produit noble. Coût matière, merci. Oui, voilà, merci. C'est justement le packaging, calibrer vos packaging. Pourquoi ? Parce que, en fait, la nature a horreur du vide. Et en fait, si vous mettez un bol de 1200 ml à votre cuisinier, il va le remplir. Et vous, sur votre fiche technique, vous aviez prévu 600 grammes, il va exploser le truc. Donc, calibrez bien vos packaging, c'est hyper important. Donc, et ensuite, le dernier point sur les coûts, et ça c'est hyper important, c'est justement le fameux coût de promotion que j'avais évoqué au départ. C'est-à-dire que ce coût-là, il est bien au début, il est nécessaire pour amorcer. Mais très vite, il va falloir le couper, sinon c'est intenable. Et là, on va voir, effectivement, vous allez savoir si vous avez des vrais clients ou pas. C'est-à-dire de vrais clients ou pas, c'est des clients qui aiment votre cuisine, qui aiment votre offre et qui viennent de manière récurrente, ou le chasseur de promo qui vient là uniquement parce que vous faites de la promo. Et là-dessus, on a vu, moi j'en ai beaucoup vu l'endroit où on était là chez Bouclane, où des gens, à partir du moment où ils ont coupé les promotions, les commandes se sont effondrées. Et ça, vous pouvez l'anticiper, mais pour ça justement, il faut avoir une vision claire au quotidien, monitorer toujours les notes, parce qu'on a quand même beaucoup d'informations, et ça c'est ça qui est bien sur les livraisons. Vous vous rendez compte très rapidement si ça va mal ou si ça va bien, puisque vous avez un ranking régulier de vos notes, peut-être à 4,6, 4,7, ah ce jour-là 4,3, qu'est-ce qui s'est passé ? Ah, 2 jours de suite, il y a un problème. Je vais en cuisine, je vais voir ce qui se passe. Et c'est très très important, parce que justement ça vous va permettre de corriger ça, malgré le fait que vous soyez en cours de promotion. Et ça va permettre d'éviter des creux, voire de vous effondrer le moment où vous allez couper. Et surtout, donc la maîtrise de ces coûts, ça va vous permettre d'amortir l'investissement de départ, parce qu'on dit beaucoup on dit souvent qu'on peut monter une dark kitchen avec très peu d'argent. Parfois j'entends 20 000, parfois j'entends 30 000 euros. Non, la réalité c'est qu'il faut, moi je dirais, entre 80 et 100 000 euros pour pouvoir lancer une dark kitchen correctement. Okay ? Dans ces 100 000 euros, je mets quoi ? Je mets en fonction de votre cuisine, si vous faites du chaud, entre 30 et 40 K de matériel de cuisine que vous pouvez potentiellement faire financer par la banque, et le reste qui va vous servir justement à cet effort marketing et d'avoir un petit matelas de trésor. Donc voilà, là, à partir de ce moment-là, quand on a son offre, qu'on sait comment adresser les clients, qu'on a un modèle et qu'on l'a adossé à un modèle économique et opérationnel efficace, et qu'on a suffisamment de fonds pour déployer tout ça, en principe, on devrait y arriver. Voilà, j'ai fini. J'espère que j'ai tenu le panier. C'était court et concis. Alors, je ne sais pas, Blériot, est-ce qu'on a des questions éventuellement ? Non, je crois pas. Je pense que il est assez clair. Merci beaucoup, Antoine. Merci infiniment. Est-ce que ça vous a plu ? Oui ? Alors, on va faire un applaudimètre. Est-ce que depuis ce matin, vous êtes satisfait de votre journée ? C'est pas mal, c'est top. Écoutez, on va s'octroyer vraiment 5 minutes de pause parce que c'était intense depuis cet après-midi. On enchaîne. Voilà, je pense qu'il y a une petite pause pipi à faire, mais vraiment 5 minutes. Pourquoi ? Parce que le prochain talk, tous les intervenants sont là et ce sont des restaurateurs. Et vous savez qu'en restauration, on a des contraintes. Donc on ne va pas prendre plus de temps que ça.
Donc je vous laisse 5 petites minutes et je vous dis à tout de suite. Merci beaucoup.